ma mère m'a dit, tu dois y aller doucement, après avoir affirmé que j'avais trop de succès, et que mon frère se sentait dévalorisé. J'ai donc répondu, alors, au lieu de lui demander de faire des efforts, tu veux que je me rabaisse, puis, je les ai bloqués pour de bon. Je suis un homme de 28 ans, travaillant comme analyste financier senior, pour une entreprise pharmaceutique de taille moyenne. Rien de digne d'un scénario de film, mais j'ai gravi les échelons à la sueur de mon front, en partant du poste d'analyste junior, juste après avoir quitté l'université. Mon petit frère, Nathan, 25 ans, existe lui aussi. C'est à peu près la chose la plus impressionnante que je puisse dire à son sujet, sans mentir. Laissez-moi vous brosser un tableau, de la façon dont les choses se sont toujours passées dans ma famille. Je suis l'aîné. Dès le premier jour, on attendait de moi que je sois responsable, mature, et, pour faire simple, que je m'élève tout seul. Pendant ce temps, mes parents concentraient toute leur énergie sur Nathan, l'enfant prodige, le petit dernier, celui qui ne pouvait jamais mal faire, même lorsqu'il faisait délibérément des bêtises. Quand nous étions enfants, je me faisais hurler dessus, pour avoir laissé des jouets traîner par terre. Nathan, lui, saccageait le salon tout entier, et mes parents se contentaient de sourire, en disant qu'il exprimait sa créativité. J'ai commencé à participer aux tâches ménagères à l'âge de 7 ans. Nathan, de son côté, n'a rien fait de tel, jusqu'à ses 15 ans environ. Les anniversaires étaient une vaste blague. Je recevais des objets pratiques, des vêtements dont j'avais besoin pour l'école, ou un nouveau sac à dos. Nathan, en revanche, recevait la dernière console de jeu, des baskets hors de prix, ou des billets de concert. Une année, on m'a offert une calculatrice graphique pour mon anniversaire. J'avais 14 ans. Nathan, lui, a reçu une moto de cross, pour ses 12 ans. Mais vous savez quoi? J'ai appris à ne plus me soucier de ces injustices. J'ai simplement baissé la tête, et je me suis concentré, sur ce que je pouvais contrôler. J'ai étudié dur, obtenu de bonnes notes, enchaîné les petits boulots dès l'âge de 16 ans, et économisé le moindre centime. Mes parents ne m'ont jamais aidé financièrement, après mes 18 ans. Ni pour l'université, ni pour mon premier appartement, absolument rien. Pendant ce temps-là, Nathan a vu ses frais de scolarité intégralement payés, s'est vu offrir une voiture, et a vu son loyer pris en charge, pendant toutes ses années de fac. En parlant de l'université, je suis allé dans une solide université publique, grâce à une bourse d'études partielles. Je l'ai décrochée par moi-même, j'ai travaillé 20 heures par semaine, et j'ai obtenu mon diplôme en finance en 4 ans, avec une moyenne de 3,7. Nathan y est allé 3 ans plus tard. Mes parents ont financé la totalité de sa scolarité. Il a changé de filière à 4 reprises, a mis 6 ans pour obtenir un diplôme en communication, et a terminé avec une moyenne d'environ 2,3. Sa fête de remise de diplôme comptait une centaine d'invités, et un somptueux buffet de traiteurs. La mienne s'est résumée à un dîner, dans un restaurant du coin. Après l'université, j'ai commencé dans mon entreprise actuelle, en tant qu'analyste junior, avec un salaire de 42 000 par an. Je vivais dans un studio minable, je conduisais une vieille Honda Civic cabossée, je mangeais des nouilles instantanées la plupart des soirs, et j'économisais de manière acharnée. Nathan, lui, a enchaîné les petits boulots dans la vente, et a fini par en démissionner de la moitié. Il vivait toujours à la maison sans payer de loyer, en conduisant la voiture que mes parents lui avaient offerte. Je me suis démené, j'arrivais tôt au bureau, je partais tard, et j'acceptais des projets supplémentaires. J'ai été promu analyste au bout de 2 ans, puis analyste senior, 3 ans plus tard. Mon salaire a bondi à 78 000. J'ai alors emménagé dans un appartement de 2 pièces tout à fait correct, situé dans une belle résidence, équipé d'une salle de sport et d'une piscine. Je me suis acheté une berline Mazda d'occasion de 3 ans, qui possédait, pour une fois, une climatisation fonctionnelle, ainsi que le Bluetooth. J'ai commencé à faire fructifier mon compte épargne. Rien d'extravagant, je commençais tout simplement à vivre comme un adulte normal, au lieu d'un étudiant toujours fauché. À 24 ans, Nathan était toujours chez ses parents, travaillant à temps partiel dans un magasin d'articles de sport. Il gagnait tout au plus 15 000 par an, à condition de faire des semaines complètes, ce qui arrivait très rarement. Mes parents s'en moquaient éperdument. Ils ne lui réclamaient aucun loyer. En réalité, ils entretenaient un homme adulte, totalement dénué d'ambition, qui passait le plus clair de son temps à jouer aux jeux vidéo, et à traîner avec ses copains. L'année dernière, j'ai fait l'acquisition de ma première maison. Rien de spectaculaire,
une maison de plein pied avec 3 chambres, dans une banlieue convenable, à environ 20 minutes de mon lieu de travail. Elle nécessitait quelques petits rafraîchissements, mais les fondations étaient saines. J'avais épargné moi-même pour l'apport, j'avais obtenu un accord de principe pour mon prêt hypothécaire, et j'avais géré l'intégralité du processus, en solitaire. C'était une étape colossale pour moi. C'était le tout premier grand accomplissement de ma vie d'adulte, que je réalisais en totale indépendance. Quand j'ai annoncé à mes parents que je venais de signer pour la maison, leur réaction fut, au mieux, tiède. Ma mère m'a dit, « C'est bien, chérie. » Comme si je venais de lui annoncer l'achat d'une nouvelle paire de chaussettes. Mon père s'est contenté de me demander si j'étais bien certain de pouvoir assumer les mensualités du prêt. Aucune félicitation, pas la moindre once d'enthousiasme, et aucune fierté envers ce que leur fils venait de bâtir. Mais savez-vous ce qui a été le plus douloureux? 2 jours après leur avoir parlé de l'achat de ma maison, Nathan a glissé dans la conversation qu'il songeait, éventuellement, à regarder les appartements, un de ces jours. Et là, mes parents se sont pliés en 4. Ils ont proposé de l'aider à payer son loyer, se sont portés garants pour la signature d'un bail, et ont longuement disserté sur à quel point il serait merveilleux pour lui d'avoir son propre logement. Ils n'avaient même pas commencé à visiter d'appartement. Ils l'envisageaient à peine, et ils étaient déjà prêts à financer l'intégralité de son déménagement. Le point de basculement est arrivé il y a 3 mois, lors d'un dîner de famille. Nous organisons ce genre de repas une fois par mois, chez mes parents. C'est généralement d'un ennui mortel. Nous mangeons ce que ma mère a préparé, nous faisons la conversation sur des futilités, et je m'éclipse, dès que les conventions sociales me le permettent. Ce soir-là, mon oncle Richard était présent, accompagné de ma tante Paula. L'oncle Richard m'a demandé comment se passait mon travail, et j'ai mentionné que je venais d'obtenir une nouvelle augmentation, portant mon salaire à 92 000 par an. Je ne m'en vantais pas, je me contentais de répondre à sa question de manière directe. Mon oncle a été impressionné. Il m'a posé d'autres questions sur mon métier, sur mes missions quotidiennes, et sur le fonctionnement de l'entreprise. Une conversation tout à fait normale, en somme. J'ai évoqué un projet majeur que j'avais supervisé, qui avait permis à la société de réaliser de belles économies. J'ai parlé des retours très positifs que j'avais reçus de la part des dirigeants, et du fait que j'étais sérieusement pressenti, pour un poste de manager qui s'ouvrirait l'année suivante. Pendant tout ce temps, Nathan est resté assis là, avec l'air de quelqu'un à qui on aurait ruiné la journée. Il s'est fait de plus en plus silencieux, a à peine touché à son assiette, et n'a pas arrêté de regarder son téléphone. Mes parents s'en sont rendus compte, et ils n'arrêtaient pas de me lancer des regards réprobateurs, comme si je commettais une faute grave, en ayant une simple conversation normale avec mon oncle. Après le repas, mon oncle et ma tante ont pris congé. J'étais en train d'aider à débarrasser la table, lorsque ma mère m'a pris à part. Elle arborait une expression solennelle, qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. « Est-ce que je peux te parler 1 minute ?» m'a-t-elle demandé, en me guidant vers le salon. Mon père et Nathan sont restés dans la cuisine. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je répondu, sincèrement perplexe quant à ce qui pouvait revêtir une telle importance. Ma mère a croisé les mains sur ses genoux, et m'a lancé un regard pesant, comme si elle s'apprêtait à m'annoncer la pire des nouvelles. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. La manière dont tu as parlé de ton travail ce soir, cela a fait que Nathan s'est senti vraiment mal dans sa peau. » J'ai carrément éclaté de rire, persuadé qu'elle faisait une blague. Elle ne souriait pas. « Attends, tu es sérieuse ?» ai-je lancé. Oui, Nathan traverse une période difficile en ce moment, en essayant de trouver sa voie professionnelle. Il n'a absolument pas besoin d'entendre à quel point tu as réussi. Cela ne fait que renforcer son mal-être, par rapport à la situation où il se trouve. Je l'ai regardé, médusé. Maman, il m'a simplement demandé de lui passer le sel. C'est l'oncle Richard qui m'a posé des questions sur mon travail. Je ne faisais que lui répondre. Tu aurais pu faire preuve d'un peu plus de modestie. Tu n'avais pas besoin d'étaler autant de détails sur ton augmentation, ni sur tes perspectives de promotion. Tu sais très bien que Nathan a des difficultés. Nathan a des difficultés, parce qu'il travaille 15 heures par semaine dans un magasin, et qu'il est logé et nourri gratuitement à la maison, ai-je rétorqué, en m'efforçant de garder un ton neutre. Ce n'est pas de ma faute. C'est très exactement le genre d'attitude dont je te parle, a cinglé ma mère, la voix devenant plus cassante. Tu dois être plus sensible aux sentiments de ton frère. Tout le monde n'est pas aussi carriériste que toi.
Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour trouver leur chemin. Il a 25 ans. Maman, du temps, il en a eu plus qu'il n'en faut. Et je refuse catégoriquement de m'excuser d'avoir travaillé dur, ni d'avoir réussi ma vie. Elle a poussé un grand soupir, comme si je m'évertuais à être contrariant. Je te demande simplement de baisser d'un ton, peut-être, lorsque nous nous réunissons en famille. Tu n'as pas besoin de parler autant de tes accomplissements. Cela crée des tensions. Cela crée des tensions. Le simple fait que je réponde honnêtement à des questions, crée des tensions. Tu donnes à ton frère un profond complexe d'infériorité, a-t-elle lâché d'un ton sec. Je te demande, en tant que grand frère, de te montrer plus prévenant. Est-ce vraiment trop demandé? Je suis resté cloué sur place, tentant d'assimiler la gravité de ce qu'elle était en train de me dire. Ma propre mère m'enjoignait de dissimuler ma réussite, dans l'unique but de préserver l'ego de mon frère adulte. Pas de l'encourager à se dépasser, ni de le bousculer pour qu'il prenne sa vie en main. Non, il fallait simplement m'assurer de ne pas lui rappeler qu'il n'allait nulle part, en évitant d'afficher mon propre succès. Alors, que veux-tu que je fasse au juste, ai-je demandé. Que je monte sur ma profession? Que je prétende travailler dans une station-service? Que je démissionne pour prendre un mi-temps dans la vente, juste pour que Nathan ne se sente pas mal? Ne sois pas si dramatique, m'a-t-elle rabroué. Je réclame juste un peu de discrétion, une pointe d'humilité. Tu n'as pas besoin de rappeler constamment à tout le monde, à quel point tu t'en sors bien. Je l'ai mentionné une seule et unique fois, parce que l'oncle Richard me l'a expressément demandé. Ce n'est pas ce que j'appelle un rappel constant. Eh bien, c'était très inconfortable pour Nathan, et je serais ravi que tu fasses preuve de plus de considération, à l'avenir. Je me suis levé d'un bond. Je vais y aller. Tu pars déjà? Nous n'avons même pas mangé le dessert. Ouais, je crois que j'en ai terminé ici, ai-je répondu, en attrapant ma veste sur le porte-manteau. Mon père a pointé le bout de son nez hors de la cuisine. Tout va bien? Parfaitement bien, ai-je lancé. Maman vient juste de m'expliquer que je réussis trop bien, et que cela froisse la sensibilité de Nathan. Donc, je devrais probablement cacher mes accomplissements, à compter de ce jour. Du grand soutien familial. Le visage de mon père a pris une expression très particulière, et j'ai immédiatement su qu'il avait deviné la teneur des propos de ma mère. Il était d'accord avec elle, mais n'avait pas le courage de l'avouer à haute voix. Ta mère cherche simplement à maintenir la paix, a-t-il marmonné. En me demandant de faire semblant d'être un raté. C'est donc ça, maintenir la paix. Personne ne t'a jamais demandé de faire semblant de quoi que ce soit, a-t-il affirmé. Mais son ton disait exactement le contraire. Nous pensons simplement qu'il serait plus judicieux, que tu sois un peu moins expansif au sujet de ta carrière. Expansif, très bien. C'est noté. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Nathan a surgi de la cuisine, l'air incroyablement suffisant. Il savait parfaitement ce qui venait de se tramer, et il en jubilait. À plus tard, ai-je lancé, sans m'adresser à personne en particulier, avant de claquer la porte. Je suis resté prostré dans ma voiture pendant de longues minutes, essayant d'analyser à quel point cette conversation avait été toxique. Mes parents n'étaient pas fiers de moi. Bien au contraire, ils percevaient mon succès comme un problème à régler. La semaine suivante, je me suis porté volontaire pour piloter 2 nouveaux projets de grande envergure au bureau. Je suis resté tard, je suis venu travailler le samedi, et j'ai conçu des présentations qui font partie de mes meilleures réalisations. J'ai commencé à réseauter de manière beaucoup plus agressive, me positionnant clairement pour un poste de direction. Lors du dîner de famille suivant, j'ai détaillé absolument tout ce sur quoi je travaillais. Le visage de ma mère se durcissait à chaque syllabe. Nathan s'est excusé, pour quitter la table à mi-repas. Mon père a vainement tenté de changer de sujet, à 2 reprises. 2 semaines plus tard, j'apprenais que je décrochais la promotion tant convoitée. Mon nouveau titre officiel était celui de responsable financier, et mon salaire a grimpé en flèche pour atteindre 112 000. J'étais sur un petit nuage. C'était colossal. C'était l'aboutissement de tout mon travail acharné. J'ai immédiatement appelé mes parents pour partager la nouvelle. Ma mère a décroché, « Salut maman. J'ai d'excellentes nouvelles. J'ai été promu manager. Et avec une très belle augmentation, en plus. » Silence de mort à l'autre bout du fil. Maman? C'est bien, chérie. Papa est dans les parages?
Je voulais aussi le lui annoncer. Il est occupé pour le moment. Je lui transmettrai le message. D'accord. Eh bien, oui, je suis vraiment hyper content. C'est une sacrée avancée. MMH, nouveau silence pesant. Bon. Très bien, je dois te laisser. Je voulais juste te faire part de la bonne nouvelle. D'accord. Au revoir. Elle m'a raccroché au nez, avant même que je n'ai pu lui répondre. Voilà quelle fut la réaction de ma mère, face à la plus belle réussite professionnelle de ma vie à ce jour. C'est bien, chérie. Suivi d'un raccrochage glacial. Qu'importe. Je n'avais aucun besoin de leur validation. Je n'en avais jamais eu besoin jusqu'ici, et je n'allais pas commencer aujourd'hui. Le mois suivant, au sempiternel dîner de famille, j'ai débarqué au volant du nouveau véhicule que je venais de louer, une magnifique berline Audi. Nathan se trouvait dans l'allée, quand je me suis garé. La tête qu'il a faite en découvrant la voiture valait tout l'or du monde. Le repas fut d'une tension palpable. Personne n'a daigné me poser la moindre question sur mon travail, ni sur ma nouvelle acquisition. Seul l'oncle Richard a évoqué l'Audi, et je lui en ai fait l'éloge. Mes parents avaient l'air de vouloir disparaître sous terre. À la fin de la soirée, je m'apprêtais à regagner ma voiture, lorsque ma mère m'a talonné jusqu'à l'allée. Il faut qu'on ait une discussion, a-t-elle décrété, les bras croisés. À quel sujet? Ce petit manège doit cesser, a-t-elle sifflé, désignant vaguement ma voiture et, semble-t-il, mon existence tout entière. Tu es sans cesse en train de frotter ta réussite au visage de Nathan. Je suis venu à un dîner de famille avec ma propre voiture. Et ça, c'est lui frotter ma réussite au visage. Tu savais pertinemment qu'il la verrait. Tu savais que cela le rendrait malade. Tu aurais très bien pu venir avec ton ancien véhicule. J'ai carrément éclaté d'un rire sonore. Tu veux sérieusement que je conduise une épave, juste pour que mon frère ne se sente pas minable? Est-ce que tu t'écoutes parler, au moins? J'entends les paroles d'un fils qui est devenu d'une arrogance et d'un égoïsme sans nom, a-t-elle riposté. Tu n'es plus la personne que j'ai élevée. La personne que tu as élevée? Maman, tu m'as à peine élevé. Tu étais bien trop occupée à t'assurer que Nathan ne manque de rien. Pendant que je devais me débrouiller tout seul pour survivre. J'ai travaillé d'arrache-pied pour obtenir tout ce que je possède. Absolument tout. Et maintenant que je m'en sors enfin, tu exiges que je m'en cache, car ton chouchou est incapable d'assumer son propre vide existentiel. Son visage s'est empourpré. Comment oses-tu t'adresser à moi sur ce ton? Je ne fais que dire la stricte vérité. Nathan fait du surplace parce que papa et toi l'avez assisté tout au long de sa vie. Il n'a pas l'ombre d'une ambition, aucune éthique de travail, ni aucune motivation. Car il n'a jamais eu besoin d'en développer. Vous lui avez tout offert sur un plateau d'argent, sans jamais rien exiger en retour. Ce n'est en rien ma faute. Nathan traverse une passe très difficile, a-t-elle balbutié, la voix chancelante. Il tente de comprendre ce qu'il veut faire de sa vie. La dernière chose dont il a besoin, c'est de voir son frère pavaner avec son succès, à la moindre occasion. Je ne pavane pas. Je mène ma barque, c'est tout. Si la vue de ma réussite incommode Nathan, il devrait peut-être songer à se bouger, au lieu de s'attendre à ce que je joue les ratés. Tu as bien changé, a-t-elle murmuré. Autrefois, tu savais te montrer humble. Autrefois, j'étais surtout invisible, les jeux corrigés. Il y a une nuance de taille. J'ai pris place dans mon véhicule et j'ai démarré, la laissant pétrifiée au milieu de l'allée. Les semaines qui ont suivi ont été d'un calme absolu. Je n'ai eu aucun signe de vie de mes parents, hormis le rappel de rigueur pour le prochain repas familial. J'ai bien failli décliner l'invitation, mais je me suis dit, pourquoi leur faire le plaisir de m'exclure de la famille? D'autant que mon oncle Richard était quelqu'un de formidable, et que nos échanges me manquaient. Le dîner a débuté sans encombre. Ma mère se montrait glaciale, mais polie. Mon père m'adressait à peine la parole. Quant à Nathan, il affichait son habituel air de martyr. L'oncle Richard a pris de mes nouvelles concernant le nouveau poste, et je lui ai assuré que tout se passait pour le mieux. Je lui ai expliqué que je supervisais désormais une équipe de 3 analystes, que je planchais sur des dossiers d'envergure, et que j'étais régulièrement amené à présenter mes résultats devant le directeur financier. Ma mère a subitement quitté la table, pour aller s'enfermer dans sa chambre. Mon père m'a décoché un regard noir, comme si je venais de commettre un sacrilège.
Pourtant, je m'étais contenté de répondre à une question toute simple sur ma vie professionnelle. Qu'importe. J'ai terminé mon assiette, débattu de quelques stratégies d'investissement avec mon oncle, et je me suis éclipsé aux alentours de 20 heures. C'est à partir de là que les choses ont pris une tournure hallucinante. 2 jours plus tard, j'ai été sommé de me rendre dans le bureau de mon patron, dès mon arrivée. Il s'appelle Glenn, et c'est d'ordinaire un type plutôt décontracté, mais en franchissant la porte, j'ai tout de suite perçu son malaise. « Ferme la porte », a-t-il ordonné. Je me suis exécuté et je me suis assis, le cœur battant la chamade. L'ambiance n'avait rien d'une réunion de routine. J'ai reçu un coup de fil des plus étranges, hier dans l'après-midi, a lâché Glenn, en se calant dans son fauteuil. Une femme, affirmant être ta mère. J'ai senti mon estomac se nouer. Pardon ? Elle a appelé le standard téléphonique, s'est fait transférer de service en service, jusqu'à atterrir sur ma ligne. Elle s'est présentée comme ta mère, et a déclaré avoir des inquiétudes majeures, concernant ton attitude au bureau. Je croyais rêver. Quel genre d'inquiétude ? Glenn a poussé un lourd soupir. Elle a soutenu que tu te vantais en famille, de t'approprier le mérite du travail de tes collègues. Elle a ajouté que tu mentais sur l'étendue de tes réussites, et qu'il était de notre devoir de savoir, que tu n'es en rien responsable des succès dont tu te prévalais. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poignard en pleine poitrine. C'est un ramassis de mensonges. La moindre tâche sur laquelle j'ai travaillé, est dûment documentée. Chaque projet, chaque présentation, chaque rapport. Tu le sais pertinemment, puisque tu as tout validé. Je le sais bien, m'a rassuré Glenn. C'est d'ailleurs ce qui rendait cet appel si surréaliste. Elle a aussi prétendu que tu harcelais tes collaborateurs, et que tu instaurais un climat toxique. Ce qui est totalement faux, puisque ton dossier ne comporte aucune plainte, et que ton équipe ne tarit pas d'éloges à ton sujet. Je n'arrive pas à concevoir qu'elle ait osé appeler mon employeur, ai-je balbutié, profondément sous le choc. Quel était son but ? Glenn a haussé les épaules. J'espérais sincèrement que tu pourrais m'éclairer. Elle semblait absolument persuadée de tes mensonges. Elle craignait, soi-disant, que l'entreprise ne soit flouée. Je ne trouvais pas les mots pour finir ma phrase. Ma propre mère avait contacté mon supérieur hiérarchique, pour tenter de ruiner ma carrière, et obtenir mon licenciement, tout ça parce que mon ascension portait ombrage à son autre fils. Écoute, a repris Glenn. Je lui ai certifié que nous n'avions aucun doute sur tes performances, et que le travail de nos équipes est minutieusement évalué et documenté. Ma réponse ne semblait pas la satisfaire, et elle a sous-entendu qu'elle irait frapper plus haut. Je préférais t'avertir. Au cas où elle déciderait de contacter la direction des ressources humaines, ou le grand patron. Je suis confus, ai-je bredouillé. Son comportement est indigne et totalement déplacé. Je vais régler le problème. As-tu besoin de prendre quelques jours, pour gérer cette crise familiale, s'est enquis Glenn, visiblement inquiet pour moi. Non, ça ira. Je vais veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Pour ce que ça vaut, a conclu Glenn, tandis que je me dirigeais vers la sortie, tu es l'un de nos meilleurs éléments. Quels que soient les drames qui se jouent dans ta famille, cela ne ternit en rien ton image ici. Tout le monde est parfaitement conscient de la qualité de ton travail. Je l'ai remercié avant de regagner mon poste, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Je passais la discussion en boucle dans mon esprit. Ma génitrice avait bel et bien téléphoné à mon travail, pour anéantir ma carrière. Elle ne se contentait plus de m'ordonner de dissimuler mes réussites. Nous étions passés au stade du sabotage pur et dur. J'ai attendu la pause de midi pour composer son numéro. Elle a décroché après 3 sonneries. Bonjour, mon grand. Tu as appelé mon patron, ai-je coupé d'un ton sec. Un silence de mort a suivi. Réponds-moi. Tu as appelé mon entreprise, pour leur faire croire que je mentais sur mes compétences. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles, a-t-elle glissé, bien que sa voix la trahisse. Oh que si. Mon supérieur m'a raconté en détail votre échange téléphonique, tes accusations de vol de mérite, de harcèlement moral, et tes tentatives pathétiques pour me faire virer. Je n'ai jamais voulu te faire licencier, a-t-elle protesté sur la défensive. J'estimais simplement qu'ils étaient en droit de savoir, comment tu te comportes réellement. La vérité ? Et quelle vérité au juste ? Que je travaille d'arrache-pied et que j'excelle dans mon domaine ? C'est l'unique vérité.
Chacun de mes succès est bien réel et certifié. Tu as essayé de me torpiller avec un tissu de mensonges. Tu es devenu imbuvable ces derniers temps, a-t-elle hurlé, toujours à te vanter, à frimer, et à écraser Nathan de ton complexe de supériorité. Il fallait bien que quelqu'un te remette à ta place. Donc, pour me remettre à ma place, tu essaies de me faire jeter à la rue. Quelle magnifique solution. Contacter mon patron pour proférer de fausses accusations. Elles n'étaient pas fausses. Tu t'appropries la gloire des autres. Cesse de mentir, ai-je tonné, le ton montant d'un cran. Tu ne connais strictement rien à mon boulot. Tu n'as pas la moindre idée de ce que je fais de mes journées, car tu n'as jamais daigné t'y intéresser. Tu as unilatéralement décidé que, puisque l'existence de Nathan est un naufrage, la mienne devait couler avec lui. C'est faux, c'était l'époumonée, la voix stridente. Je suis ta mère. Je voulais seulement t'inculquer quelques valeurs d'humilité. En voulant détruire mon avenir professionnel. Ce n'est pas enseigner l'humilité, ça. C'est du sabotage pur et simple. Tu sais quoi? C'est terminé. Raymond, numéro de tes contacts. Ne t'avise plus de rappeler mon entreprise. Et oublie mon adresse. C'est fini. Tu ne peux pas me parler de la sorte. Je suis ta propre mère. Et une mère digne de ce nom, se réjouit de l'envol de son fils, au lieu de chercher à lui briser les ailes, juste pour ménager l'ego de son petit favori. Supprime mon numéro. J'ai raccroché, refusant d'en écouter davantage. Mes mains tremblaient de rage. Jamais, au grand jamais, je ne leur avais tenu un tel discours. Jamais je ne m'étais confronté à eux avec une telle fermeté. Mais là, la coupe était pleine. Elle avait franchi le point de non-retour. Mon téléphone s'est mis à vibrer instantanément. Ma mère, puis mon père, et encore ma mère. J'ai rejeté chaque appel. Puis, c'est la pluie de SMS qui a commencé. Maman, ton comportement est inqualifiable. Rappelle-moi sur le champ, que nous réglions ça entre adultes. Papa, tu as mis ta mère dans tous ses états. On ne traite pas ses parents de cette façon. Nathan, mec, t'as balancé quoi à maman? Elle est en larmes. J'ai purement et simplement bloqué les 3 numéros. Le reste de la semaine fut teinté de paranoïa. Je m'attendais à voir ma mère débouler à mon bureau, ou à ce qu'elle relance Glenn par téléphone, mais rien ne se produisit. Je me suis réfugié dans le travail, m'efforçant de bannir ce bourbier de mon esprit. Le vendredi, en fin de journée, mon téléphone a sonné. C'était l'oncle Richard. Nous avions échangé nos coordonnées quelques mois auparavant, suite à une demande de conseil financier de sa part. Salut, tu as une seconde, c'est-il Anki? Ouais, bien sûr. Les échos de l'intervention de ta mère à ton bureau sont parvenus jusqu'à mes oreilles. Ton père m'a fait un compte rendu détaillé, hier soir. Magnifique. Toute la famille est donc au parfum. Non, juste ta tante et moi, a-t-il tempéré. Et pour ce que ça vaut, j'estime que le geste de ta mère est scandaleux. Elle a totalement dépassé les bornes. Merci, ai-je soufflé, stupéfait qu'un membre de la famille prenne mon parti. J'ai bien tenté de les raisonner, a poursuivi Richard. Je leur ai mis le nez dans l'absurdité de leur attitude, vis-à-vis de toi et de Nathan. Ta mère campait sur ses positions, répétant en boucle que tu avais chopé la grosse tête, et qu'il fallait te la dégonfler. Ton père lui a emboîté le pas. C'était pitoyable. C'est malheureusement le résumé de ma vie, depuis des mois, ai-je soupiré. Écoute, Paula et moi ne partageons pas du tout leur vision des choses. Nous trouvons que tu as accompli des miracles, pour en arriver là où tu es. Nous, on est fiers de toi, à défaut de tes parents. J'ai senti ma gorge se nouer. Ça me touche énormément. Vraiment. Et si tu veux mon avis, a chuchoté Richard, baissant le ton d'un cran, Nathan ferait bien de se sortir les doigts. Un gamin de 25 piges, qui squatte chez papa-maman, sans emploi ni ambition, c'est désolant. Tes parents creusent sa tombe, en cautionnant sa léthargie. Essaie donc de leur faire passer le message. Moi, j'ai jeté l'éponge. Il se berce d'illusions, en s'imaginant que Nathan va se réveiller un beau matin, pour devenir le roi du monde, et que ta réussite n'est qu'un feu de paille. C'est pathologique. Nous avons prolongé la discussion quelques minutes encore. Savoir qu'au moins une personne de mon entourage n'avait pas complètement perdu la tête, me mettait du baume au cœur. Le lundi matin suivant,
j'ai passé les portes de l'entreprise, en espérant retrouver la monotonie d'une journée normale. Peine perdue, Glenn m'a alpagué avant même que j'aie pu poser mes affaires. On doit discuter, a-t-il annoncé. La fameuse boule au ventre est aussitôt réapparue. Ma mère a encore sévi, me suis-je risqué à demander, en prenant place. Pas par téléphone. Mais notre directrice des ressources humaines a reçu un courriel de sa part, vendredi dernier. Un pavé indigeste, dressant une liste exhaustive de tes méfaits supposés, de tes carences professionnelles, et t'accusant d'être un imposteur de la pire espèce. Manipulateur de surcroît. C'était, pour tout dire, complètement délirant. C'est une caméra cachée, ou quoi? J'aimerais autant. Les RH me l'ont transféré, avec ordre de clarifier la situation. J'ai dû déterrer l'intégralité de ton dossier, éplucher chaque projet, et récolter les témoignages dithyrambiques de tes équipes, et des autres services. J'ai pratiquement dû constituer un dossier d'instruction. Pour prouver que ton CV n'était pas un tissu de mensonges. J'en suis malade de honte, ai-je lâché, pétrifié. C'est un véritable cauchemar. J'ignore ce qui lui prend. La directrice des RH souhaite te voir demain. Rien d'alarmant, c'est la procédure classique en cas de signalement. Tu n'es pas sur la sellette. Nous devons simplement graver tout cela dans le marbre, si jamais ta mère décidait de porter l'affaire en justice. En justice? Glenn a haussé les épaules. Je n'en sais rien, mais elle a évoqué la possibilité de saisir un avocat, pour dénoncer tes fraudes. C'est le monde à l'envers. L'entrevue avec les RH s'est déroulée le lendemain. La directrice, Lisa, s'est montrée d'une écoute bienveillante. J'ai déballé mon linge sale familial, l'amertume de ma mère face à mon ascension, le complexe d'infériorité de mon cadet, les injonctions à la modestie, et enfin, la tentative d'assassinat professionnel. Lisa a noirci son carnet de notes, m'a demandé quelques précisions, et m'a tendu la version imprimée du courriel. 3 pages de fiel, rédigées à simple interligne, alternant entre exagérations grotesques, et mensonges éhontés. J'aurais usurpé le titre de chef de projet. Faux. Les preuves de mon leadership s'empilaient sur le bureau. Je me serais paré des lauriers de mes collègues. Archi faux. Mon équipe entière m'encensait dans les évaluations, soulignant mon apport personnel. J'aurais falsifié les bilans, pour dorer mon blason. Grotesque. Chaque chiffre était épluché, et validé par les instances supérieures. Enfin, j'aurais tyrannisé mes collaborateurs. Délirant. Mon dossier ne contenait que des éloges, et aucune ombre de plainte. La liste était longue. Et pourtant, chaque accusation, aussi vile soit-elle, volait en éclats face aux faits. Reste que la détermination de ma mère, à rédiger ce réquisitoire implacable, avait de quoi glacer le sang. Je suis obligé de vous poser la question, a murmuré Lisa avec prudence. L'une de ces accusations repose-t-elle sur un quelconque fondement, ne serait-ce qu'infime? Absolument aucun, ai-je tranché, l'œil noir. 0. Vous pouvez remuer ciel et terre. Interroger mes équipes, sonder les autres services, auditer mes projets. Tout est transparent. Lisa a opiné du chef. Nous l'avons fait. Et c'est précisément la raison pour laquelle cet entretien est une simple formalité. S'il y avait eu la moindre once de vérité, le ton aurait été tout autre. Mais votre dossier est immaculé. Vous êtes l'employé modèle par excellence. Et quelle est la suite des événements? Je vais notifier à votre mère, de manière formelle, que notre enquête a démontré l'inanité de ces accusations. Et je prendrai soin de lui préciser que toute nouvelle tentative de sa part sera qualifiée de harcèlement. Avec toutes les conséquences juridiques que cela implique. Cela devrait la calmer. Merci infiniment, ai-je soufflé, un poids immense en moins sur les épaules. Sachez que les histoires de famille sont souvent un vrai casse-tête, a glissé Lisa. Je compatis sincèrement à ce que vous traversez. Il est évident que l'attitude de votre mère traduit des névroses profondes, à des années-lumière de vos qualités professionnelles. J'ai quitté le service des ressources humaines, soulagé mais rincé. Cette histoire avait pompé mon énergie, plus que de raison. En fin de journée, mon portable a vibré. Appel masqué. J'ai failli l'ignorer, mais mon 6e sens m'a ordonné de décrocher. Allô? C'est ta nouvelle technique pour fuir le monde? Couper les ponts et nier notre existence. Mon père.
Qui m'appelait d'un autre poste, vu que son portable était banni. Je ne nie l'existence de personne. J'éradique simplement de ma vie les parasites qui cherchent à saboter ma carrière. Ta mère a commis une maladresse, a-t-il plaidé. Elle était à fleur de peau. Ses écrits ont dépassé sa pensée. 3 pages de mensonges calomnieux envoyés au RH, papa. 3 pages. Ce n'est pas un coup de sang, c'est une exécution sommaire et préméditée. Elle s'en mord les doigts aujourd'hui. Elle admet avoir franchi la ligne rouge. Grand bien lui fasse. Ça ne change strictement rien à l'affaire. Tu es vraiment prêt à renier ta famille pour cette broutille, s'est-il étranglé, le volume augmentant d'un cran. Tout ça parce que ta mère a voulu te remettre les idées en place. Essayer de me faire lourder, ce n'est pas remettre les idées en place. C'est une tentative de meurtre professionnel. Et pour répondre à ta question, oui, je tire un trait définitif sur les gens qui considèrent ma réussite comme une maladie à éradiquer. Nathan est au fond du trou à cause de toi, a riposté mon père, amorçant un virage stratégique. Il se sent lâchement abandonné. J'ai réprimé un ricanement. Nathan est au fond du trou. Nathan, 25 ans, logé gratis, avec son boulot à la petite semaine et ses rêves de gloire inexistants. On parle bien du même? Il traverse une phase de transition, a-t-il bégayé. Sa transition dure depuis 7 ans, ai-je tranché. Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face. C'est sa vie, et ce n'est certainement pas mon problème. À l'époque, ta famille comptait pour toi, a glissé mon père d'une voix chevrotante. Elle compte toujours. Du moins, la partie qui se réjouit de mon succès, au lieu de chercher à le détruire. Ce qui se limite aujourd'hui à l'oncle Richard. Tu te montres d'un égoïsme et d'une cruauté sans pareil. Je suis juste un homme qui a réussi, et ça vous donne des boutons. C'est très différent. J'ai raccroché, et banni ce numéro dans la foulée. Les semaines qui ont suivi ont été d'une douceur angélique. 0 appel, 0 mail aux ressources humaines, 0 visite impromptue. J'ai plongé la tête la première dans le boulot, je suis monté en puissance, et j'ai commencé à croquer la vie à pleines dents, loin des effluves toxiques du noyau familial. Et puis, la sonnerie de l'oncle Richard a retenti. Salut, c'était juste pour le point info de la famille, a-t-il lancé. J'ai vraiment envie d'entendre ça? Probablement pas, mais autant être au courant. Ta mère a enclenché la machine à rumeurs, affirmant que tu as coupé les ponts sur un simple coup de tête. Elle joue les mères éplorées, clamant que tu